un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Les autorités maliennes ont rompu leurs accords de défense avec la France. Les autorités de transition accusent leurs homologues français de violation flagrante de leur souveraineté. Pour leur part, les autorités françaises parlent de mesures injustifiées. Quelles conséquences de cette rupture des accords de défense avec la France? Quel avenir de la coopération du Mali avec d'autres pays européens dans le domaine militaire? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la Centrafrique où un nouveau rapport de Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes d'exactions contre des civils. Le contingent russe est présent dans le pays depuis 2018 sur demande des autorités centrafricaines. Quelle issue à ce rapport de Human Rights Watch sur des exactions présumées commises par les paramilitaires russes? Aujourd'hui, quelle position également des autorités centrafricaines pour faire la lumière sur ces questions? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités, Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Bonjour Daoud, je vous remercie pour l'invitation. Merci également à vous et en face de vous, M. Daoud Tal. Vous êtes éditorialiste, également président du think tank ID Sénégal. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Et je reste d'ailleurs avec vous, M. Tal. Cette rupture des accords de défense entre les deux pays n'était-elle pas prévisible au vu des relations ou bien de la détérioration des relations entre la France et le Mali? Oui, la question, elle se répond par l'affirmative. Oui, c'est oui. C'était prévisible. C'était prévisible lorsqu'on regarde les derniers développements, les relations même tendues, conflictuelles entre les autorités de transition maliennes et le gouvernement français. Clairement, ces derniers temps, bon, c'est pas nécessaire de revenir rappeler l'histoire naturellement. Il faut dire que les Français sont arrivés au Mali avec l'opération Serval, à la base, une intervention militaire au nord Mali, etc., suite à la Libye, les remous qu'il y avait là-bas. Maintenant, ensuite, Barkhane est venu remplacer Serval, Takuba s'y est greffé, force multinationale européenne, on va dire, internationale. Et parallèlement à ça, depuis la chute d'Ibeka et les deux coups d'État successifs, il est clair que les autorités actuelles de transition Assimi Goïta s'orientent vers un nouveau plan qui ne semble pas tenir en compte la France. Ils ne veulent pas embarquer la France dans l'avenir du Mali, actuellement en tout cas. Et on a vu différents échanges assez tendus entre les deux, la diplomatie malienne et la diplomatie française. Et des propos aigres-doux qui n'étaient finalement qu'on a vu rarement dans les relations quand même qui sont des relations historiques entre le Mali et la France. Aujourd'hui, la France s'en va, mais reste dans la région. Les autorités maliennes ont parlé à un moment donné d'abandon en plein vol. Et il y a aussi, on y reviendra peut-être, les forces russes Wagner qui sont présentes. Nous y reviendrons. Voilà, mais pour justifier la décision aujourd'hui de rupture des accords de défense, le colonel Maïga, cela fait partie d'ailleurs des raisons avancées, c'est-à-dire que les Français ont pris cette décision d'abandon entre guillemets en plein vol de façon unilatérale sans consulter les autorités maliennes. Donc ça a été un des arguments également avancés, en plus d'autres également sur lesquels nous reviendrons pour justifier eux aussi leur décision de rompre tout accord militaire avec tout accord de défense, autant pour moi, avec la France. Oui, voilà. Donc, d'un côté, les uns s'en vont, c'est-à-dire les Français, de l'autre, les autres, ceux qui les accueillaient, c'est-à-dire les Maliens, leur dire allez-vous-en. En gros, j'ai envie de dire, les questions sont réglées. Il y en a qui ont envie de s'en aller d'après eux pour se recentrer ailleurs. Et puis, le gouvernement de transition
à la limite, veut rompre les accords de défense. Donc, quelque part, la question centrale maintenant qu'il faut se poser, c'est le Mali sera en face de ses responsabilités maintenant. Et ça devait être le cas depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de souveraineté en Afrique, mais le premier élément de la souveraineté, à mon avis, c'est la défense. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'assurer pleinement votre défense, la défense de votre territoire, comment parler de souveraineté? Et là, ça ne concerne pas seulement le Mali, ça concerne l'ensemble des pays du monde. Et l'Afrique n'est pas en reste par rapport à ce grand principe. Nous, on néglige souvent la défense. Mais si vous êtes obligé de faire appel hier à la France pour défaire les groupes, le MNLA, qui s'était associé avec des groupes terroristes au Nord Mali, et aujourd'hui, pour défaire aussi un certain nombre de groupes qui installent l'insécurité au niveau du Mali, vous faites appel à d'autres forces qui ne sont certes pas européennes, mais qui sont d'origine russe. À un moment donné, on se dit... On a comme l'impression que la souveraineté est toujours discutable, puisque aujourd'hui les questions de défense sont toujours sous-traitées à des forces étrangères. Et cher Sadibou, la mesure pourrait-elle, selon vous, avoir un impact réel sur le retrait de la force française Barkhane, ainsi que des forces spéciales européennes Takuba? Si l'on sait que les autorités de la transition, eux, veulent un retrait immédiat, alors que les Français campent sur leur position, les autorités françaises, à savoir que cela se fera de façon progressive, comme ça a été décidé, et ça va finir d'ici la fin ou le début de l'été. Oui, je pense que Daoud, ce retrait était prévisible. Parce que depuis janvier 2022, les autorités maliennes criaient haut et fort qu'il faut revoir ces accords militaires-là. Et ces accords militaires, la base juridique de ces accords militaires repose sur trois axes. C'est-à-dire, en 2013, comme l'a dit M. Tal, lorsque IBK avait demandé au gouvernement français d'intervenir au Mali pour les aider à repousser les attaques terroristes, c'est-à-dire des terroristes qui ont profité de la déstabilisation de la Libye pour s'emparer d'armes et transiter dans le Sahel et déstabiliser le Sahel, entrer au Mali, occuper beaucoup de régions comme Gao, Tombouctou, ainsi de suite. En effet, c'est à cause de cela que IBK avait demandé l'intervention de la France. Maintenant, la France est intervenue militairement au Mali et les a aidés à repousser ces djihadistes-là. Maintenant, en 2014... Et à la suite de cela, même le président français François Hollande a été accueilli chaleureusement à Bamako, un peu partout au Mali, à Tombouctou. Voilà. Maintenant, en 2014, les accords militaires vont encore évoluer. Il y aura des échanges entre la France et le Mali concernant la formation des militaires maliens et d'autres forces. Maintenant, en 2020, Takuba va venir. Takuba, c'est la France qui va en profiter pour demander aux autres forces européennes de venir au Mali et de les aider à intervenir, à essayer de repousser ces terroristes-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le gouvernement de transition malien a constaté que l'intervention française, certes, ils le reconnaissent, a permis de repousser ces terroristes-là, mais n'a pas réussi à les décimer. On dirait que, excusez-moi du terme décimer, parce que les autorités maliennes, ils voulaient que vraiment les autorités françaises, l'armée française les aide à pratiquement écraser ces terroristes-là et les bouter hors du Mali. Vraiment éradiquer le fléau dans le pays. Éradiquer le fléau sécuritaire au Mali. Maintenant, selon Choguel Kokla Maïga, ils ont constaté qu'au lieu de faire cela, la France, l'armée française est en train de discuter avec ces terroristes-là. On dirait que l'armée française veut une partition du Mali en deux États, selon toujours le Premier ministre malien. Dès lors, il demande à la France, soit vous intervenez, vous nous aidez à repousser ces terroristes-là, soit vous quittez le pays. Je pense que concernant cela, c'est accusation sur accusation. Il y a des accusations voilà. de Choguel Maïga, il y a d'autres du ministre français Jean-Yves Le Drian. Mais pour ce qui est de cette situation-là aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas d'avoir des répercussions aussi dans les partenariats ou accords avec d'autres pays européens? Il y a l'Allemagne déjà qui a annoncé la suspension de la formation des troupes maliennes. L'Union européenne aussi. Maintenant, avec ces accords-là, maintenant, le Mali s'est dit, vu que je peux diversifier mon partenariat militaire, je vais faire appel à la Chine, à à la Russie. Maintenant, on nous dit que ce sont des forces Wagner, des mercenaires qui sont intervenus au Mali. Mais les autorités maliennes, eux, nous parlent de contingents militaires russes, des formateurs militaires russes qui sont là pour nous aider à former nos troupes, mais aussi à... En tout cas, ce qui est important de savoir de ce côté, c'est que chaque État est souverain, indépendant concernant sa diversification, concernant le partenariat militaire. Donc le Mali, on ne peut pas lui reprocher cela. Maintenant, comme l'a dit M. Tal, le Mali brandit sa souveraineté, sa responsabilité. Maintenant, nous allons voir concernant ce domaine-là, est-ce que le Mali va pouvoir assurer
Actuellement, ce qui se passe là-bas, est-ce que le Mali va pouvoir faire face à ces forces, à ces groupuscules-là qui sont en train de déstabiliser le pays? Certes, il y a eu des avancées. On a vu l'armée malienne reprendre beaucoup de territoires. Ça aussi, il faut le notifier. On a vu aussi que les Russes les ont dotés de matériel pour les permettre de faire la guerre. Ça aussi, c'est à reconnaître pour le gouvernement de Choguel Maïga. Mais ce qui est important, c'est qu'actuellement, est-ce que cela va perdurer? Est-ce que ce partenariat militaire-là avec la Russie va permettre au Mali de se débarrasser progressivement et carrément de ce problème sécuritaire-là? Vraiment, nous pensons que vraiment le Mali est un État souverain, le Mali est indépendant, le Mali a le droit de diversifier son partenariat militaire, mais aussi le Mali doit faire attention par rapport à ces partenariats-là. Le Mali doit engager des pourparlers avec les États de la sous-région avant de laisser d'autres forces multinationales étrangères intervenir et vraiment venir profiter de, je ne dirais pas des ressources, mais d'accords qui vont vraiment déstabiliser le pays. Voilà, on reste sur ce point. Aujourd'hui, les Mali ou bien les autorités maliennes de transition doivent faire face à plusieurs fronts. Il y a aujourd'hui les sanctions des institutions sous-régionales comme l'UEMOA, la CEDEAO. Il y a également la question du mandat, de la durée de la transition sur laquelle les autorités ne sont pas toujours entendues avec celle de la CEDEAO. Il y a également la situation aujourd'hui économique et sociale dans le pays engendrée par cette mesure. Par ces mesures, à cela s'ajoute également la situation sécuritaire dans le nord Mali. Face à tous ces fronts-là, est-ce prudent aujourd'hui pour un pays comme le Mali d'ouvrir encore de nouveaux fronts, surtout avec des partenaires étrangers, pour encore faire venir d'autres partenaires étrangers pour leur sous-traiter leur sécurité? Non, sous-traiter Je parle de sous-traiter, oui, puisqu'ils les aident aujourd'hui. Officiellement, on parle de renforcement des capacités et tout, mais ils les aident aussi à éradiquer le terrorisme dans cette zone. Non, mais le mot n'est pas très fort. Même vous pouvez dire sous-traiter quelque part. Pourquoi? Parce que même si c'est de la formation, normalement, une armée, c'est sensible. Une armée, c'est l'expression la plus complète de la souveraineté d'un État. Une armée solide, une armée indépendante, une armée qui est capable de s'autodéterminer comme l'État lui-même, pour l'État qu'il défend lui-même. Et donc, quelque part, on peut dire que même lorsque vous faites appel à d'autres pour qu'ils vous forment, quelque part, vous sous-traitez la formation. Hein, je ne parle même pas encore des combats. Imaginez-vous l'armée américaine, les militaires américains être formés par des Chinois. Ou alors l'armée française être formée par des militaires russes. C'est inimaginable aujourd'hui, donc c'est ce qui se passe, hein. Clairement, on aime tous l'Afrique, on aime tous les pays africains, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc l'idéal, c'est même pas d'avoir ni des forces françaises au Mali, ni des forces russes au Mali, quelle que soit l'origine. Dans l'idéal, dans le meilleur des cas, on devrait simplement avoir des militaires et des instructeurs, des formateurs maliens qui forment les Maliens. Au mieux, peut-être éventuellement ce qu'on peut accepter, dans le cadre de forces régionales, CEDEAO, etc., des armées de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on est quand même dans un espace régional qui est un espace commun. Bon, maintenant, ça c'est le premier constat qu'il faut faire à mon avis, parce qu'on est en train de s'engouffrer dans un débat de manière générale qui consiste à dire français ou russe, hein, et déjà c'est ni français ni russe. C'est ça qui est la norme lorsqu'on parle de défense. Maintenant, on peut avoir des coopérations militaires dans le cadre, par exemple, de la lutte contre des fléaux transnationaux. Hein, par exemple, la piraterie, la cybercriminalité, tout ce qui est sécurité transfrontalière, la mer, etc. Là-dessus, c'est normal qu'il y ait des exercices communs, comme le font d'autres États, entre Français, Maliens ou autres. Mais pour ce qui est de la protection, de l'intégrité, pour ce qui est de l'intégrité du territoire d'un État, à mon avis, une armée doit s'autosuffire dans le cadre de sa formation et dans le cadre de ses manœuvres pour restaurer l'intégrité même du territoire. Et le Mali, aujourd'hui, c'est le cas, hein, parce que c'est l'intégrité complètement du territoire qui est menacée. Hein. Donc, finalement, effectivement, pour revenir, pour compléter ce que je dis par rapport à votre question, c'est que ouvrir un autre front, c'est quand même disperser ses forces. Parce que le seul combat qui vaut aujourd'hui, c'est le combat pour le développement, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La finalité de toute politique publique, c'est le développement humain. Et
aussi, même la défense doit contribuer à ce développement humain. Parce que si vous avez le sentiment de sécurité, vous avez un bien-être. Et le bien-être, c'est ça le développement. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pourquoi une armée défend un territoire? C'est pour permettre de la même manière la sécurité intérieure, c'est la police, la sécurité nationale, la défense nationale, c'est l'armée, pour que les populations puissent vivre dans une complète quiétude. Et ça, c'est pouvoir travailler, se nourrir, se loger, ne rien craindre, s'épanouir au sein même du territoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque le Mali est en guerre. D'abord, ça doit être une guerre contre l'insécurité alimentaire dans un premier temps, une guerre contre le sous-emploi, ne l'oublions pas, les questions de chômage, etc. Une guerre contre le problème de l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé de qualité, et par la construction des infrastructures, l'entretien de ces infrastructures-là et leur fonctionnement. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du Mali, ce qui est regrettable, c'est qu'on parle du Mali en présence militaire de tel État, un terrorisme, telle bombe, etc. Alors que le Mali, c'est notre voisin. Il y a quelques années, des touristes passaient par le Sénégal, faire une partie de leur séjour ici au Sénégal, ils allaient au pays d'Ogon, par exemple, au Mali, etc. Il y a seulement quelques années. Aujourd'hui, on dirait qu'on n'est pas frontalier. Donc ça, c'est quand même grave. Et donc, ouvrir plusieurs fronts, à mon avis, 2 coups d'État, une guerre qui dure depuis plus de 10 ans, contre des terroristes, c'est une guerre non conventionnelle, les ennemis on ne les voit même pas, on a vu l'armée française survoler des terrains vastes, mais presque on avait l'impression que c'est le désert, il y avait 2-3 personnes, et au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, devoir gérer des problèmes avec qui on va y aller ou pas, sous prétexte de souveraineté, c'est important la souveraineté, mais quand même, à mon avis, ouvrir plusieurs fronts, c'est quelque chose qui peut être à la longue fatigant pour les autorités de transition. Également disperser les forces de ces autorités-là. Et une autre urgence également pour le Mali, c'est un retour des civils au pouvoir par la voie démocratique. Cher Sadibou, également, il y a quelques semaines, on a noté aujourd'hui des images diffusées par l'état-major français à Gossi plus particulièrement, le camp de Gossi qui a été libéré en avril dernier. Dans ces images-là, on voyait aujourd'hui des paramilitaires, selon les autorités françaises en tout cas, ces images montrent des paramilitaires russes qui enterraient aujourd'hui des personnes pour faire porter aujourd'hui des crimes de guerre à la France. Ça, c'est la version française de l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que cela n'a pas été aussi une goutte d'eau de trop, puisque l'acte en lui-même aujourd'hui est qualifié par les autorités maliennes de transition comme de l'espionnage? Oui, c'est qualifié par les autorités de transition comme de l'espionnage, mais aussi d'une certaine façon de trahison. Parce que pour eux, les autorités françaises n'ont pas le droit de les espionner. Déjà, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait dit qu'on avait créé une zone d'exclusion aérienne contre beaucoup d'aéronefs françaises qui traversaient le Mali, mais l'état-major français n'a pas respecté cela. Ils ont continué à transiter sur le territoire malien en éteignant même leur appareil. Donc le ministre Abdoulaye Diop l'avait même dénoncé. Maintenant, concernant cela, si on en revient à ces faits-là, on peut dire que certes c'est de l'espionnage selon les autorités maliennes qui l'ont qualifié ainsi. Mais moi je dis que même si les autorités françaises ont dépêché, ont montré ces images-là pour montrer que les paramilitaires russes sont en train de commettre des crimes contre l'humanité sur le sol malien et veulent faire porter ce coup-là à la France. Je pense que l'État malien doit être sérieux par rapport à cela et nous montrer des preuves palpables, des faits concrets qui vont les dédouaner et qui vont montrer qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité. Les autorités maliennes ont fait savoir qu'une enquête est en cours aujourd'hui pour déterminer tout cela et que si aujourd'hui des militaires maliens ou des forces de défense et de sécurité maliennes sont mêlés également, ils n'hésiteront pas à sanctionner. Mais au même moment également, les Nations Unies ou le Haut Commissariat plus particulièrement des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas encore la possibilité ou bien n'a pas encore le droit aujourd'hui d'accéder dans cette zone-là. Les autorités maliennes ne les ont pas encore autorisées à accéder à ces zones pour mener aujourd'hui une enquête indépendante. Actuellement, vous savez Daouda, le Mali est dans une situation tellement alarmante que
pour les autorités maliennes, toutes ces organisations-là, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne et même la CEDEAO, les autorités maliennes sont en train de prendre pour toutes ces organisations-là comme des ennemis. Mais est-ce qu'ils peuvent sortir le pays de la situation dans laquelle elles se trouvent? Exactement. S'ils ne négocient pas ou bien s'ils ne discutent pas avec ces autorités-là? Oui, vraiment, malgré qu'ils ont été sanctionnés par la CEDEAO, l'Union européenne et d'autres pays, j'en passe, mais il faut accepter d'aller vers ces organisations-là, discuter avec eux, les permettre de venir au Mali et de voir ce qui se passe. Parce que Choguel Maïga, chaque jour, il nous dit que l'armée malienne fait des avancées, le Mali progresse, on paye les salaires, les denrées ne sont pas encore chères. On sait que, certes, ils sont en train de faire des avancées, mais il y a une crise une crise économique au Mali, ça, il faut le reconnaître. Même avec le Sénégal qui a fermé pratiquement ses frontières, on a vu des milliers de camions maliens qui ne transitent plus entre Dakar et Bamako. Cela favorise une crise économique. Donc il ne faut pas nous vendre que le Mali se porte très bien, que vraiment tout le monde peut venir et tout. Non, non. On sait qu'actuellement au Mali, il y a une crise qui est en train de traverser le pays. On ne le souhaite pas parce qu'on est entre Africains. Le Sénégal et le Mali, c'est pratiquement la même histoire. On avait une fédération ensemble. Donc je pense qu'il est urgent et qu'il est temps aussi que les autorités maliennes, je ne dirais pas reviennent à la raison, mais se disent qu'on est dans un espace globalisé, on a nos voix. Certes, ils sont en train de le faire en engageant des discussions avec la CEDEAO et tout ça, mais... Et même pour ce qui est des discussions avec la CEDEAO, on a constaté qu'à côté, les autorités, à côté du cadre aujourd'hui qui a été créé pour maintenir le dialogue avec la CEDEAO et les autres institutions, les autorités maliennes ont cette semaine également ouvert d'autres négociations. Le président de la transition, Assimi Goïta, avait envoyé une délégation au Togo, rencontrer le président Faure Gnassingbé Eyadema, qui a donné d'ailleurs son accord pour aujourd'hui assurer la médiation entre le Mali et l'instance également sous-régionale pour voir comment aujourd'hui arriver à une levée ou bien à un assouplissement en tout cas de ces mesures-là. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cet engagement-là ou bien de ce rôle-là que compte jouer le Togo dans cette situation que traverse le Mali? Oui, alors très rapidement, une petite parenthèse sur la discussion de tout à l'heure. Moi, je pense que, évidemment, normalement, l'espionnage, etc., c'est pas normal. Maintenant, il faut voir les autorités de transition maliennes. À quel moment ils parlent d'espionnage? Moi, je pense, pour le cas de Gossi, moi, je pense que ce qui est d'abord important à se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on signe? Qu'est-ce que les autorités africaines signent avec leurs homologues, puissances internationales, etc. Parce que souvent, on dit c'est la faute aux autres. Il y a le poids de l'histoire qui est là. Bien sûr, on a connu l'esclavage, la colonisation, etc. Et puis maintenant, une certaine forme de néocolonialisme par moment. Et pour vous conforter dans ce que vous êtes en train de dire, dans sa réaction aujourd'hui, Paris a fait savoir que les accords conclus avec le Mali aujourd'hui permettent à ces drones de survoler ces espaces-là. Mais oui, c'est ça justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que lorsqu'ils ont fait appel à l'époque Diokunda Traoré, qui avait signé les premiers accords, on va dire, qui ont permis à Serval de venir, etc. On se souvient de ce contexte-là. Ibeka n'a pas dénoncé, a plutôt renforcé ça. Et puis ensuite, Takuba, en 2020, il y a eu un protocole également additionnel. Et donc, comme vous le dites, mais dans ces accords, en gros, ce que le Mali disait à la France, c'est vous pouvez, comme vous pouvez venir nous aider, vous pouvez aller partout dans le territoire, vous pouvez survoler tout le territoire et vous n'êtes même pas obligé d'être accompagné par des Maliens. En réalité, je vous invite chez moi, dans ma maison, et je vous dis, vous pouvez aller dans toutes les pièces. Vous n'avez même pas besoin que le chef de famille ou le responsable de la famille, entre guillemets, vous autorise ou vous accompagne, allez partout, fouillez partout, faites ce que vous voulez parce que je sais que vous allez me défendre. Mais comment on peut signer ce type d'accord? À un moment donné, au moins, je vais surveiller ce que vous allez m'aider, mais je vais surveiller ce que vous allez faire. Donc, à tel endroit ou tel autre endroit, si vous faites telle opération spéciale, etc., ça doit être de concert, un partenariat ou un binôme avec mon armée, quelque part. Mais on signe des accords, on donne carte blanche totale, et après, on revient dire on nous espionne. C'est ça la question qu'on doit se poser. Quelle est la nature des accords qu'on signe avec les États-Unis, avec la Russie, avec la France, avec d'autres? Est-ce qu'on doit
signer des accords qui en fait ferment les yeux et qui donnent totale carte blanche à l'autre. Et voilà, donc je pense que la France se défend plutôt pas mal. Hein. L'idée n'est pas de dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. L'idée, c'est de dire ce que la France, elle dit, c'est vous m'avez autorisé, voici les accords. De trouver une base légale. Revenir d'autres forces pour sous-traiter notre sécurité, c'est la situation qu'on voit également dans un autre pays de l'Afrique, plus particulièrement de l'Afrique centrale. Je veux bien sûr parler de la Centrafrique, où évoluent également des paramilitaires russes, encore appelés par les autorités contingents russes. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Cheikh Sadibou Ndiaye, d'abord, quelle lecture faites-vous de ce nouveau rapport de Human Rights Watch faisant état d'exactions et de crimes présumés commis par les paramilitaires russes en Centrafrique? Déjà, le rapport de Human Rights Watch dénonce les exactions qu'ont commis les paramilitaires russes, ce que le gouvernement centrafricain dénonce par l'intermédiaire de Touadéra. Mais ce n'est pas la première fois. Quelques mois passés, on avait vu aussi d'autres organisations internationales dénoncer le fait que les paramilitaires russes sont en train de torturer les civils en Centrafrique, surtout dans certaines villes libérées ou dans certaines zones. Maintenant, c'est en faveur de cela que Human Rights Watch a mené des enquêtes et a vu qu'il y a des cas graves de violation des droits de l'homme et des libertés au niveau du territoire centrafricain. Maintenant, ce qui reste, c'est que les autorités centrafricaines, ils doivent aussi prendre des responsabilités par rapport à cela. Parce que certes, ces groupes paramilitaires-là est intervenu en Centrafrique pour les aider à combattre ces rebelles-là, ce que la France même dénonce, ce que d'autres pays aussi dénoncent par rapport à l'intervention de ces paramilitaires-là. Parce que ces pays-là ont dit que tout simplement ces groupes paramilitaires ne respectaient pas pratiquement les droits de l'homme et d'autres types de trucs. Le droit international. Le droit international humanitaire. Maintenant, ce qu'on attend des autorités centrafricaines, c'est de mener des enquêtes qui vont déterminer les responsabilités et que les fautifs doivent être sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on sous-traite, je ne dirais pas sous-traiter, que les paramilitaires russes interviennent en Centrafrique, commettent des exactions de gauche à droite et que vraiment qu'il n'y ait pas justice. Ça c'est regrettable et ça n'arrange pas la Centrafrique, ni l'Afrique, ni la communauté internationale. Donc je pense qu'il est urgent que les autorités centrafricaines puissent mettre en place des mécanismes qui vont les permettre de pouvoir suivre vraiment ces paramilitaires russes-là et de voir leur déplacement et ce qu'ils font au niveau du territoire centrafricain. Et il y a un an de cela également, M. Tal, les Nations Unies, le Conseil de sécurité plus particulièrement, avaient également dépêché des experts pour enquêter sur les mêmes faits, c'est-à-dire des exactions présumées commises par ces paramilitaires russes-là. Mais un an plus tard, on parle encore de la même chose. Selon vous, pourquoi les choses traînent toujours? On ne parle pas aujourd'hui de mesures prises par rapport à ces exactions-là qu'on a annoncées depuis des années, depuis 2 ans ou bien un peu plus, ou bien depuis 1 an ou un peu plus. Mais aujourd'hui, on en est encore à annoncer qu'ils font des exactions. Qu'est-ce qui fait traîner les choses jusque-là, selon vous? Alors, c'est le paradigme avec lequel on aborde les choses d'abord. Parce que lorsqu'il y a des exactions sur un territoire donné, les premiers à sanctionner, qui doivent sanctionner, c'est l'État. Il y a un État en République centrafricaine aujourd'hui. Quel que soit l'État de cet État, il y a quand même un gouvernement, un État qui est en place. Et donc, lorsque une ONG, Human Rights Watch, c'est une ONG qui fait des rapports et signale au gouvernement un certain nombre, et à l'opinion publique internationale, un certain nombre d'exactions, à supposer que ce soit vrai, même si on pense qu'on n'est pas des amis avec Human Rights Watch, le gouvernement de la République centrafricaine devrait prendre ce rapport-là et faire des enquêtes lui-même et situer les responsabilités et sanctionner. Cette volonté politique doit être présente. Mais déjà durant la réalisation de ce rapport, les autorités centrafricaines ont été contactées par l'Organisation de défense des droits humains pour réagir, mais ils n'ont pas souhaité réagir par rapport à ce rapport-là. Pas de réaction. Et donc, s'il n'y a pas de réaction, ça montre bien qu'il y a un silence complice. Il faut dire les choses. Un silence complice, il n'y a aucune volonté d'aller au moins étudier les cas, parce que quand même c'est des populations civiles. On ne peut pas être un gouvernement, être là pour les populations, pour le développement des populations, et on vous signale des cas, vous ne faites rien. Donc ça, clairement, c'est pas normal. Maintenant, pourquoi ça traîne pas, puisque c'est ça votre question, pourquoi ça traîne? L'autre problème, c'est que quand il y a des cas comme ça, éventuellement, s'il n'y a pas de solution de justice au niveau national,
il pourrait y avoir des poursuites au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale. Mais on sait aussi comment fonctionne la Cour pénale internationale. Et lorsque ce sont des gens qui sont au pouvoir, c'est très difficile de poursuivre un président ou un ministre ou un responsable de la sécurité qui est encore en position de gouverner. Donc ça, c'est problématique. Mais là, il s'agit aussi d'un groupe privé de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi pour la CPI d'ouvrir une enquête concernant ce groupe-là? Oui. Puisque dans plusieurs pays, on les accuse d'exactions présumées. Oui, mais quand on ouvre une enquête, il faut documenter les faits. Il faut constater les faits et il faut le faire dans le territoire où ça c'est dans le lieu où ça s'est déroulé. On peut ouvrir un dossier, une enquête, etc. Mais par contre, pour documenter, c'est ça. Et donc, si le gouvernement de la République centrafricaine ne collabore pas, ne montre aucune volonté d'aller au bout de la chose, au moins d'étudier les choses, comment voulez-vous enquêter sur ces faits-là? Bon, il y a un début de dossier qui est fait, apparemment, parce que Human Rights Watch a quand même collecté un certain nombre de témoignages et un certain nombre de cas qui soient documentés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours la collaboration du gouvernement. Et puis, il y a une cour pénale spéciale en République centrafricaine. Donc, il y a eu, bon, après l'époque, les anti-Balaka et l'ex-Seleka, Djotodia et Bozizé. Après cet épisode-là, rappelons-le, il y a eu d'abord Sangaris qui était là. Bon, on parlait de Barkhane au Mali. Il y a eu quand même l'opération Sangaris qui était censée apporter le calme après cet épisode de tuerie massive de civils entre ex-Seleka et anti-Balaka. Quelque part, sous fond de conflits religieux. Bon, là pour le coup, on pensait que Sangaris, à l'armée française, l'opération militaire française, avait bien fait le travail. En 2016, Sangaris a quitté le territoire, il y a eu des élections, il y a eu d'abord le forum de Bangui, qui est en quelque sorte, comme nous, ce qu'on pourrait appeler des assises nationales ou conventions nationales dans certains pays, pour refonder l'État, refaire une nouvelle constitution, où les partis politiques, même des groupes armés ont été invités, avec un processus aussi qui avait été mis en place de désarmement, démobilisation, réinsertion. Et donc, ça a abouti ce forum de Bangui. Ces échanges-là ont permis quand même d'aller aux élections aussi, avec une nouvelle constitution. Et donc, Faustin Archange Touadéra, qui vient d'être élu, franchement, dans ce contexte-là, ça devait être l'homme qui apporte la paix en République centrafricaine. Parce que même la transition avec Catherine Samba-Panza, c'était très bien déroulé. Parce que là aussi, il nous avait montré un exemple, la République centrafricaine. C'est-à-dire une transition qui se fait après une guerre civile, on peut le dire, qui était très atroce, on se souvient. Une transition qui s'est bien déroulée, qui a abouti à des élections. Nous, on a 3 transitions ici, Mali, Burkina, Guinée, on ne sait pas comment ça va finir. Au moins, la République centrafricaine avait vraiment lissé les choses jusqu'à l'élection de Touadéra. Aujourd'hui, c'est cet homme-là qui devait assurer la paix, qui engage des forces militaires, sociétés militaires russes, qu'on accuse aujourd'hui de faire des exactions. Et puis, rappelons-le aussi, les groupes armés sont encore là. La République centrafricaine n'est pas contrôlée. L'État ne contrôle qu'une partie du territoire. Donc, il y a les groupes armés, les bandes armées qui font ce qu'ils veulent là-dessus. Donc, finalement, on s'est même demandé s'il ne fallait pas faire revenir l'opération Sangaris sous une autre forme. Par exemple, les Français. Vous voyez, les Français, ils viennent, ils font un travail, ils s'en vont. Et ça pose toujours la question de la souveraineté. Pourquoi toujours faire venir des éléments étrangers, etc., alors qu'on doit assurer notre propre sécurité? Et la MINUSCA est là-bas, mission des Nations Unies pour la République centrafricaine, justement. Et finalement, cette mission-là, MINUSCA, est inefficace, parce que, voilà, lorsque vous prenez... Bon, je n'ai rien contre les soldats asiatiques, mais les armées des Nations Unies, les casques bleus, c'est un mélange de différentes nationalités. Parfois, c'est des gens qui ne connaissent pas le territoire, qui ne sont pas aguerris vis-à-vis de... Parfois, ils ne comprennent même pas trop les enjeux. Et donc, soit on a la France qui intervient, soit on a la Russie, ou les forces russes, puisque l'État russe se démarque de Wagner. C'est une question. Soit c'est les Nations Unies, les forces des Nations Unies, MINUSCA, MINUSMA, etc. Mais on va où avec ça? Et ces forces-là sont souvent dans le maintien de la paix, surtout les forces onusiennes. Et pour ce qui est aujourd'hui de la réaction ou bien de la position de Touadéra, est-ce que ça ne se comprend pas, cher Sadibou, également? Si l'on sait que ce contingent russe-là, comme les autorités centrafricaines appellent les paramilitaires,
paramilitaire, si l'on sait que ce contingent russe aujourd'hui a aidé Touadéra à récupérer une partie de son territoire. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'État central ne contrôle qu'une partie aujourd'hui de la Centrafrique. Grâce à cette intervention-là, il a pu récupérer une partie de son territoire et il a aussi pu faire reculer certains groupes rebelles. Donc, est-ce que sa réaction ne se comprend pas également par rapport à tout ce que lui a permis de réussir ce contingent russe-là dans le pays? Ça se comprend parce que même l'entourage, la sécurité de Touadéra, c'est assuré par ces groupes paramilitaires-là. Donc, je pense qu'il en profite à un moment donné. Mais il faut aussi le reconnaître. Lors des élections présidentielles passées, au niveau de la capitale Bangui, il y avait des attaques rebelles. Donc, il faut reconnaître aussi que ces forces étrangères-là lui ont permis, certes, de récupérer une bonne part du territoire. Mais des attaques qui avaient pu être repoussées quand même. Repoussées aussi. Mais cela ne veut pas dire aussi que la Centrafrique doit vraiment rester dans ce genre de situation-là. Aujourd'hui, les autorités centrafricaines, surtout Touadéra, ils doivent comprendre que ce pays a traversé des crises. Depuis son indépendance, depuis les Bozizé jusqu'à présent, il y a eu des coups d'État, des exactions vraiment qui n'arrangent pas le développement de la Centrafrique. Maintenant, lui, il arrive au pouvoir dans un contexte difficile où le pays, il y a une bataille rangée entre les Séléka et les anti-Balaka et tout cela. Donc, le pays va vers une transition qui lui a permis lui-même de venir au pouvoir. Donc, en faveur de cette transition-là, lui, il devait réorganiser les institutions de ce pays et maintenant permettre aux Centrafricains de pouvoir vaquer à leurs occupations. Au lieu de favoriser des groupes paramilitaires étrangers qui vont commettre des exactions et ne pas vouloir laisser aux autres organisations venir faire des enquêtes pour déterminer vraiment la réalité de ce qui se passe. Donc lui, Touadéra, il doit aller dans un sens où il doit regrouper les Centrafricains autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel en Centrafrique, et surtout en Afrique, c'est le développement. Parce qu'il y a la pauvreté qui gangrène le continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est en retard sur plusieurs domaines. Donc il est temps de vraiment de dégager ces différentes querelles-là et de vraiment mettre en place des institutions fortes qui vont permettre au pays d'aller vers une transition démocratique où les civils vont revenir au pouvoir, où il y aura des élections démocratiques. Lorsqu'un président fait ses mandats, il s'en va, un autre vient, tout simplement cela. Mais au lieu de cela, on a l'impression que Touadéra, il cherche, comme ses autres amis chefs d'État, à se maintenir peut-être au pouvoir ou à aveugler un peu peut-être la communauté internationale. Parce qu'il y a la rébellion, Bozizé, le cas de Bozizé, on a vu sa candidature refusée, certes, ce qui est normal parce que lui aussi, il est sous sanction des Nations Unies. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que les Centrafricains puissent se regrouper autour de l'essentiel. Et vraiment, l'essentiel, c'est de régler le problème sécuritaire et organiser des élections démocratiques, aussi mener ce pays vers le développement. Aujourd'hui, ces paramilitaires russes, dans la plupart des pays où ils interviennent, ils sont accusés soit d'exaction ou de violation des droits humains contre des civils et autres. Qu'est-ce qui explique cela? On a eu le cas au Mali, on a le cas en Centrafrique et dans d'autres pays. Et pourtant, il y a d'autres forces étrangères qui interviennent aujourd'hui dans d'autres pays. On n'entend pas de telles pratiques. Est-ce le caractère privé du groupe ou bien qu'est-ce qui explique aujourd'hui les paramilitaires russes, ils interviennent ils sont intervenus même en Syrie avec Bachar al-Assad. Ils sont intervenus dans d'autres pays. Mais certes... Mais en Syrie, il y a eu beaucoup d'accusations d'exaction également à l'endroit de Bachar al-Assad comme à l'endroit de ces paramilitaires-là. Moi, je ne dédouane personne, mais je dis aussi, les paramilitaires américains qui sont intervenus en Irak, ils ont commis des exactions. Hein. Ça aussi, il ne faut pas s'en cacher. Tous ces groupes paramilitaires-là qui sont aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays, lorsqu'ils interviennent dans nos pays-là, ils ne maîtrisent pas le terrain. Parce que moi, j'ai vu des militaires français qui intervenaient au Mali avec leurs drones, mais ils ont bombardé des chasseurs, des gens qui partent chasser le gibier, ils les ont bombardés parce qu'ils pensaient que c'était... Comme que le gars, il avait une arme, ils pensaient qu'ils étaient armés, ils étaient prêts à commettre des attentats. Donc moi, je dis que tous ces groupes paramilitaires-là, moi, je ne dédouane pas Wagner, je ne les dédouane pas. Je ne dédouane pas les groupes paramilitaires américains ou français. Moi, je dis que ces groupes paramilitaires-là, ils doivent être contrôlés de telle sorte que leur intervention puisse être vraiment vue à la loupe pour éviter surtout ces exactions-là, parce que ça n'arrange pas vraiment les populations. Aussi, les États en place doivent prendre des responsabilités par rapport à l'intervention de ces groupes paramilitaires-là. Mais le Mali, la Centrafrique, vous demandez l'intervention d'un groupe paramilitaire étranger, mais vous devez mettre aussi en place des mécanismes qui vont permettre de savoir les déplacements de ces groupes paramilitaires-là, les zones auxquelles ils interviennent.
Mais les laisser comme ça, là, divaguer un peu dans le pays, tuer de gauche à droite, vraiment, ça n'arrange pas. Ça revient au problème qui a été soulevé dans la première partie, c'est la question des accords que nos autorités concluent souvent avec d'autres forces étrangères, surtout en matière de défense. Je pense que c'est M. Tal qui avait soulevé cette question-là. Et pour ce qui est de Moscou, le Kremlin aujourd'hui nie toujours un lien avec ce groupe de paramilitaires russes, ce groupe privé de sécurité. Et également, les autorités aujourd'hui de Bangui, eux ne parlent pas de Wagner ou bien de paramilitaires russes, mais eux, ils parlent d'un contingent russe, d'instructeurs russes qui sont sur le territoire aujourd'hui pour les assister dans la formation aujourd'hui de leurs forces de défense et de sécurité. Est-ce que ce déni de part et d'autre ne complique pas davantage la situation pour trouver des solutions à ces exactions-là? Oui, alors, bon, sur le cas de Wagner, il est évident qu'on parle de société militaire russe. Bon, si on était à l'échelle d'une ville, par exemple, on pourrait, voilà, vous avez des sociétés de gardiennage dans les maisons, ou, etc., à qui on confie la sécurité. Parce que Poutine est très prudent là-dessus. Enfin, il dit que ce n'est pas lié à l'État russe. Maintenant, on sait que ce sont des forces russes, d'origine russe. Alors, force russe, est-ce que ça veut dire force de l'État russe? Quand on dit force française, on pense souvent à l'armée française, alors qu'ici, quand on dit que ce sont des Wagner, c'est des forces ou des paramilitaires russes, on dit que ce n'est pas l'État russe, c'est une société militaire privée. Là aussi, c'est à clarifier, parce qu'évidemment, très peu de gens croient d'ailleurs à ce que Poutine dit qu'il n'y a pas de lien direct avec le Kremlin. Bon, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que à partir du moment où ces exactions sont faites, ce qui complique la chose, c'est le caractère sombre des conditions même d'intervention de ces forces. Quel est le mandat qui leur est donné? Combien ils sont payés d'ailleurs? Parce que si on parle de militaires, sociétés privées militaires, ça veut dire qu'ils sont rémunérés. Et quelle est même la durée de leur mandat? Quelle est la durée de leur mandat, etc. Tout ça, est-ce qu'ils sont rémunérés par des ressources naturelles? On sait que la République centrafricaine est riche en diamants, tout ce que vous voulez. Est-ce que aussi c'est par d'autres moyens? Est-ce qu'on les laisse parce qu'on les laisse profiter? Ils font leurs lois par moment, etc. Vous savez, lorsque vous avez des missions des Nations Unies, on peut les critiquer, mais au moins c'est encadré. Hein. C'est maintien de la paix. Bon, il y a eu quelques cas en RDC où vraiment ils pouvaient utiliser la force presque pour faire la guerre, mais là c'est maintien. Bon, il y a une ligne rouge qui est tracée. On est du côté des populations civiles. Mais ces forces paramilitaires sont embauchées par qui? Par Touadéra, par l'État, le gouvernement de la République centrafricaine. Donc, ils travaillent pour qui? Est-ce qu'ils travaillent pour le peuple? Ils travaillent pour le gouvernement de la République centrafricaine, à partir de la volonté d'un homme qui est le président de la République. Donc, c'est différent. Mais pour sécuriser le pays selon cet homme-là. Oui, pour l'aider en tout cas à sécuriser le pays ou bien une partie de ce pays occupé par les groupes rebelles. Non, pour sécuriser le pays, on n'a pas besoin d'aller chercher une société militaire privée, si vous voulez. Mais si ces forces armées aujourd'hui ne sont plus dans les dispositions pour assurer cette sécurité. Mais est-ce que ces forces armées ne sont plus dans les dispositions? Parce que le problème, il a été posé la question lors du forum de Bangui justement, de faire revenir les rebelles qui acceptaient de déposer les armes, de créer une armée qui soit une armée hétérogène, qui regroupe les anciens combattants des différentes forces. Hein, pour reconstituer une armée. Même en RDC, c'était ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut reconstituer l'armée de la République centrafricaine. Parce que, alors, qui on prend? Les anciens rebelles, les anciens bandits, etc. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée. Mais donc là, tous les efforts doivent être concentrés là-dessus, mais pas de déléguer la souveraineté du pays à des entreprises privées, mais c'est du jamais vu. Si vous voulez, c'est même pas ils sont intervenus, les forces russes, effectivement, Wagner, en Libye, au Mozambique, en Syrie, effectivement, vous le rappeliez, aujourd'hui, certainement au Mali. Mais là, on n'est même pas dans le même cas de figure. Là, on a un État avec un président élu, avec des élections qui n'étaient pas vraiment contestées. Mais c'est un État qui est en place, un gouvernement qui est en place, un président qui est élu. Le cas de la République centrafricaine est particulier, si vous voulez. Donc, comment on peut laisser des sociétés militaires privées pour sécuriser le pays, reprendre mais ils ne réussiront jamais. Vous savez pourquoi ils ne réussiront jamais?
Parce que toute guerre finit autour de la table, tout conflit, même lorsque c'est une guerre civile. Donc il faut continuer le processus de discussion pour reformer une armée de la République centrafricaine et surtout s'occuper des questions de démocratie. Parce que la question ici, c'est quoi? Touadéra a été élu une première fois, réélu une deuxième fois. Et il y a la question du troisième mandat qui est agitée. Il est en train de vouloir modifier la Constitution. Il y a le dialogue républicain qui est en cours en ce moment. Ce qu'on soupçonne, la société civile un dialogue où les groupes armés rebelles sont exclus. Voilà. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'ils modifient la Constitution pour un troisième mandat. Et donc, véritablement, ça pose problème parce que c'est ça la question sous-jacente dont on doit parler aujourd'hui également. Donc, est-ce que les paramilitaires sur place, toutes les forces étrangères qui sont sur place, privées, vont l'aider à arriver à ses fins ou pas? C'est ça la grande question. Si le peuple dit non, est-ce que sous prétexte de récupérer le territoire, on peut aller mater des populations civiles ou des opposants ou des groupes parce qu'on veut un troisième mandat? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui va se passer. L'avenir nous le dira. Mais à mon avis, encore une fois de plus, revenons aux fondamentaux. La durée, vous le disiez tout à l'heure, de cette mission Wagner doit être de ces forces russes ou même la MINUSCA même. C'est la même chose. L'idée, ce n'est pas d'être contre les Russes et pour les autres et vice-versa. L'idée, c'est que toute mission étrangère dans un pays doit être inscrite dans un cadre normé avec un délai, des conditions d'intervention pour qu'on ait le contrôle dessus, un début et une fin. Si maintenant le terme arrive et que ce n'est pas réglé, on constate un échec, on trouve une autre solution. Mais pas de manière indéterminée comme ça parce que ça installe la peur. Et puis en République centrafricaine aujourd'hui, il faut le dire, les médias ne mettent pas la caméra dessus souvent, mais il y a quand même, l'heure est grave là-bas. Il y a des exactions, il y a des images qui circulent, on égorge des gens par-ci, par-là. C'est vraiment le désordre total, c'est l'insécurité totale. Et ce pays-là, qui est au cœur de l'Afrique centrale, ne mérite pas ça parce qu'elle est riche. Et je pense qu'elle a une population aussi qui mérite de mieux vivre. Et aujourd'hui, Cheikh, quelle place aujourd'hui de l'armée centrafricaine ou bien des forces armées centrafricaines dans cette situation-là? Puisqu'on a l'impression que ces forces armées, en tout cas, sont inexistantes si l'on va jusqu'à aujourd'hui à faire appel à des groupes privés pour assurer la sécurité du territoire. Comment arriver aujourd'hui à faire reprendre aujourd'hui à ces forces armées centrafricaines leur autorité ou bien leur réelle mission dans ce pays-là? Oui, l'intervention même de ces forces étrangères-là, on parle de 2000 paramilitaires russes. 2000, ils sont au nombre de 2000. Donc le gouvernement de Touadéra doit aller dans un sens où il faut former pratiquement des militaires qui vont être prêts à faire la guerre, certes, mais des militaires qui vont pouvoir sécuriser le pays. Parce que ce soit le Mali, la Centrafrique ou le Burkina, c'est toujours un problème sécuritaire, soit par la rébellion, soit par des attaques djihadistes. Maintenant, avec le dialogue républicain, là, Touadéra en a profité pour essayer de regrouper plusieurs forces, même si Bozizé a été repoussé parce qu'il est sous sanction. Maintenant, avec cela, lorsque Touadéra va réussir ce dialogue républicain-là, mais il faut en profiter aussi pour mettre en place des institutions fortes, mais aussi refonder l'armée centrafricaine. Parce qu'un État souverain, la souveraineté d'un État, certes, on peut le mesurer avec divers domaines, mais aussi sur le plan militaire, on doit mesurer sa souveraineté. Parce qu'on ne peut pas être un État responsable, un État qui se dit, qui veut se développer, alors qu'on ne peut pas assurer la sécurité de sa population. Ça, c'est impossible. Dès qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité de sa population, on n'est pas souverain. Parce qu'on va faire appel aux forces étrangères, aux Russes, aux Chinois ou aux Français. Aujourd'hui, ces forces paramilitaires-là qui constituent ce contingent russe font souvent l'objet d'exactions, comme ça a été le cas dernièrement dans le rapport de Human Rights Watch. Aujourd'hui, quelle suite donner à ces différentes accusations, surtout de crimes présumés commis contre des civils? Mais il faut sanctionner, la justice doit passer par là. Quel type de justice? Un tribunal ad hoc, des tribunaux internationaux, un tribunal du pays national? Non, si vous êtes un étranger, même si vous êtes un étranger, que vous commettez une exaction dans le pays, c'est le pays lui-même qui doit faire tenir debout ces institutions. Donc, à mon avis, vous êtes passible même d'abord de la justice
du pays dont vous violez les lois de manière basique, tout simplement, dans un premier temps. Maintenant, quel est l'état de la justice en République centrafricaine? Là aussi, c'est une question, puisque les institutions sont en refondation. Et par rapport à l'état de la justice, pourrait-on assister à des poursuites judiciaires contre ces paramilitaires russes, selon vous? Bon, à mon avis, ils sont assez protégés. Si les faits s'avèrent être vrais, parce que bon, on parle au conditionnel, on ne sait pas si c'est une réalité ou pas. Voilà pourquoi je parle de crimes présumés, exactions présumées. Voilà, exactement. Il faut continuer les enquêtes, etc. Mais si ça s'avère, mais il faut prendre des mots. Mais à mon avis, ils sont davantage. Ne vous trompez pas là-dessus. Je sais que vous êtes très au fait de ça. Les contrats. À mon avis, si vous lisez à partir des contrats, ces paramilitaires russes, je doute fort qu'ils puissent être poursuivis par les institutions judiciaires en République centrafricaine. C'est pas des gens nés de la dernière pluie. Maintenant, à mon avis, maintenant, bon, puisqu'on n'a pas les contrats qui ne sont pas publiés, vous disiez à juste titre que l'Assemblée nationale de la République centrafricaine félicite ses forces, ces forces Wagner russes, mais c'est l'Assemblée nationale qui doit valider ce type de contrat. C'est l'Assemblée nationale qui doit même pouvoir publier ce type de contrat, puisqu'il y a contrat entre l'État de la République centrafricaine et ces groupes paramilitaires. Et donc l'Assemblée nationale représente qui? Le peuple. Que ce soit chez vous, chez nous ou en République centrafricaine, la règle est la même. Et donc, si vous assurez la sécurité au nom du peuple, si vous voulez reconquérir le territoire au nom du peuple souverain, normalement, c'est ce peuple souverain-là qui doit vous donner l'autorisation d'aller recruter des forces de sécurité qui le font. Et donc, ce peuple est représenté par des députés à l'Assemblée nationale et on doit avoir les... Et aujourd'hui, ce peuple souverain, à savoir les Centrafricains, attendent des réponses, en tout cas, attendent que justice soit faite à la suite des exactions présumées et autres crimes présumés dont sont accusés aujourd'hui les forces russes ou les paramilitaires russes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et en relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Daoud. Merci également à M. Daoud Tal, éditorialiste. J'en profite également pour remercier l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci également à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.